Cette semaine, on va parler de storytelling, sujet que j'affectionne particulièrement. Et nous, pas du tout. On déteste ça. Si, mais différemment, les gars, différemment. C'est Non, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, le storytelling, tout le monde en parle, c'est une notion qui peut vite devenir assez nébuleuse. C'est intéressant de se poser la question de ce que ça veut dire. Autant on arrive assez facilement à le voir pour les créateurs de contenu, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les marques ? Moi, il y a un autre concept que je trouve intéressant sur la partie réseaux sociaux pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de créer de la récurrence et en plus de ça, ça donne une bonne raison aux gens de s'abonner. C'est la notion de série qui marche assez bien avec cette notion de storytelling. Et donc, j'aimerais bien qu'on discute de ça sur l'épisode d'aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein de fils à tirer et que c'est un gros buzzword qui a été beaucoup employé. Ouais, horrible. Et je pense que c'est pour ça que même on veut plus l'utiliser, c'est parce qu'il y a plein de marques qui l'ont utilisé, mais au-delà des réseaux sociaux. Et en fait, à la fin, ils ont juste pas compris que c'était de raconter sa propre histoire avec authenticité et simplicité, quoi. Et donc. Et je trouve intéressant aussi d'interroger ce que ça veut dire à différentes échelles. C'est-à-dire dans le cadre d'une stratégie à l'année, au semestre, au trimestre, sur un planning mensuel, sur un format, tu vois, de se dire cette notion de « je vais raconter une histoire », bah, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait pour tirer le fil. Donc déjà, quand je vous dis storytelling, point de départ, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui en social media ? Moi, je trouve qu'il y a un élément dans le storytelling que les marques, et même nous, on travaille dessus pour bien le faire, c'est cette notion de contexte. Souvent, on part du principe, qu'on soit chef de produit, directeur com ou même dans une agence, que les gens ont le contexte de la marque, connaissent bien la marque, ont tous les éléments et vont pouvoir faire leur propre construction et donc faire leur liste et recréer en fait l'histoire. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que le consommateur, il a pas le temps, il est en train de scroller. Donc, comment il fait aussi pour avoir du contexte dès qu'il arrive sur une vidéo ? Et là, c'est presque plus le storytelling à l'échelle d'un format, je trouve, qui est souvent mal fait. C'est-à-dire tout de suite donner du contexte et savoir en 30 secondes de quoi ça va parler. Et pour moi, c'est déjà le début de l'histoire que tu dois être en capacité de créer. Donc ça, c'est un élément qu'il faut, je pense, bien respecter si on veut. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un énorme biais qui est de se dire les gens ont plus ou moins le même niveau d'information que celui que j'ai moi sur la marque, nos produits, qui on est, ce qu'on fait. Alors que je travaille dedans depuis 5 ans, quoi. Alors qu'on travaille dedans tous les jours. Et puis surtout, se rappeler que la communication sur les réseaux, si c'est bien fait, c'est aussi un gros levier de découvrabilité. Et donc, potentiellement, ça veut dire non seulement parler à ton audience, donc les gens qui te suivent déjà, mais dans l'idéal, aller parler à des gens qui ne te suivent pas encore. Et donc, qui, pour le coup, n'ont pas d'éléments de contexte. Et peut-être que la première exposition à ta marque, ça va être ce contenu qui, à un moment, est devenu viral. Donc, comment tu fais pour leur expliquer qui t'es, ce que tu fais assez rapidement, quoi. Oui, qui peut être un peu l'écueil des fois aussi des formats viraux, si ça manque un peu de contexte ou autre. C'est qu'un format viral, les gens vont se faire justement leur propre histoire, leur propre avis, et des fois qui sera pas le bon. Donc il y a aussi un intérêt, quand on fait des formats viraux, à faire attention à cette notion de contexte. Comment on amène du contexte justement efficacement à l'échelle d'un format ou un peu plus large, mais parce que moi, il y a un truc déjà que je me dis qu'il y a un point de vigilance par rapport à ça, c'est que contexte, oui, mais si je devais le positionner sur, imaginons, un format de 60-90 secondes, je le ferais après l'accroche. Parce qu'on sait que ce qui fait que les gens vont s'arrêter de scroller, c'est l'accroche, donc la promesse qu'on leur fait, la boucle qu'on vient ouvrir. Et tout de suite après, donner des éléments de contexte pour aider à comprendre qui on est et qu'est-ce qui fait qu'on est les bonnes personnes pour en parler, sans noyer le propos, parce que en fait, il y a aussi une question de dosage qui est de se dire à quel moment je donne mes éléments de contexte, mais dans quelle mesure j'en donne aussi beaucoup pour pas. Faut rester concis, quoi. Et à voir si dans l'accroche, déjà, il y a un élément de contexte dans la question ou pas. Et s'il n'y a pas, juste après la hook, mais il faut que ça soit hyper rapide. Et justement, je pense qu'une marque, c'est-à-dire on va donner du contexte, elle va en faire trop, elle va donner trop de détails. C'est juste relativement simple pour qu'une personne. Ça me faisait penser à un des éléments que tu nous partageais dans une de tes newsletters. Ça doit être compris par quelqu'un qui a 6 ou 76 ans. Au fond, c'est pas vrai de tous les contenus, mais c'est ça aussi qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle doit être relativement simple à comprendre, un peu comme les histoires qu'on lit à nos enfants là le soir. Très lisible, quoi. Comment on fait pour les rendre les plus lisibles possibles, parce que les gens n'ont pas le temps de se plonger dans tous les détails. Je pense qu'il y a un élément là-dessus, et puis il y a un élément pour moi aussi sur la répétition. Dans les histoires qu'on raconte avec nos marques,
on veut pas répéter les choses. On dit ah non, mais on l'a déjà fait il y a 3 mois. Nous, on le sait, mais personne d'autre ne le sait. Et ça montre encore une fois l'incapacité, que ce soit des agences ou des marques, à se mettre à la place du consommateur. Et donc, je pense que cette notion d'histoire, c'est aussi rappeler qui on est, ce qu'on fait à chaque fois, et de se dire, bah voilà, on a 2-3 messages dans l'année qu'on va matraquer, et nos différents formats vont pouvoir répondre à ça sous forme d'histoire, parce que c'est la forme qui fait que les gens vont retenir aussi l'information. Ce qui se diffuse le plus, parce que bah oui. tous les formats s'y prêtent pas et toutes les thématiques s'y prêtent pas, mais une histoire, quand elle est bien racontée, il y a aussi un levier émotionnel, on pourra s'en parler un peu, et ce qui fait que les gens sont susceptibles potentiellement de partager le contenu. C'est les émotions que ça a suscité chez eux, quelle que soit l'émotion d'ailleurs. Ça les a mis en colère, ça les a ils ont été enthousiastes, inspirés, tristes, heureux, et ils ont envie de le partager avec leur entourage. Il y a un truc que je trouve assez intéressant aussi là-dedans, c'est parce qu'on parle beaucoup on va dire, de contexte verbal, etc. Quand vous parliez du coup des livres pour enfants, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'on est sur des visuels très simples, bingo, qui derrière, en fait, du coup, donnent peu d'informations, et du coup, ton regard en un coup d'œil comprend le contexte. Et typiquement, je prends un exemple. Parce que les enfants savent pas lire et doivent quand même comprendre l'histoire aussi. Et tu vois, par exemple, pour dossier, on devrait dire marque d'agriculteur. Tu prends un agri, une veste d'ossi, dans un champ, t'as compris. Exactement. Et en fait, en gros, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'était le truc où je suis d'accord et en même temps pas d'accord avec vous, c'est que en fait, on s'est tellement focalisé sur la hook ces derniers temps, qu'en fait, en gros, on veut tellement que les gens restent qu'on est prêt à leur donner tout et n'importe quoi. Alors que pour moi, en fait, dès les premières secondes, on doit plutôt, et c'est ce que fait très bien MrBeast, c'est donner la quête. Et je pense que c'est la quête qui doit amener l'utilisateur à rester. Et on avait ce truc tu vois, genre, qui me fait rire, c'est, je pense que toutes les marques, comme ils n'ont pas de quête, ils capitalisent tellement sur la hook, même les agences, typiquement, ils veulent tellement dépasser les 3 secondes, et c'est comme c'est ça qui est mesuré. Ils disent, attends, on va faire n'importe quoi en intro. Le paquet au départ. On va avoir des super stats, et après, du coup, en fait, on n'aura pas de quête, on n'a pas de quête, on n'a rien, mais en tout cas, même si la vidéo elle est vide, c'est pas grave, parce qu'on a réussi à avoir notre KPI. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus à gagner de forcer, du coup, un contexte non verbal qui est très lisible. Je suis d'accord avec toi. Et après, derrière, une quête. Et je pense que faire le truc en mode c'est quoi l'aventure qui va se passer, quoi. C'est excellent ce que tu dis là, et ça me fait penser à un webinaire que j'avais fait, je ne saurais plus dire qui était à l'origine de ce truc-là, mais ils avaient un concept que je trouvais intéressant qui était celle du frame zero. Donc, c'est-à-dire la première image de la vidéo. C'était sur ta table de montage, t'as ton image zéro. Comment tu peux faire pour que rien qu'avec cette image-là, les gens comprennent de quoi il s'agit. Je pense qu'il y a hyper intéressant. Il y a un enjeu avec les gens comprennent très vite de quoi ça va parler, parce qu'au fond, on a beau mettre les hooks qu'on veut à un mec qui se casse la gueule, qui fait un truc, il va falloir qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui va se dire derrière, quoi. Et c'est là, je pense, où peut-être nous aussi, là, ça va être notre gros travail là, sur 2025, mais je pense que les formats viraux qu'on a pu faire, c'était ça. Les gens ont compris... Alors la quête était relative, des fois, ça pouvait être réussir à faire cette recette, cette astuce, ou comprendre un format en aval ou autre, peu importe. Mais c'était très clair dès le départ. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui font du running, parce qu'ils ont cette quête, je vais réussir à faire 10 km. On préfère les regarder que le faire. Et je me dis, tu vois, c'est une quête hyper accessible, etc. Et en fait, je trouve que leur construction, elle est pour moi, c'est vraiment la base du storytelling, et souvent c'est ça que c'est le plus clair, parce que tu vois physiquement la personne galérer, etc. T'as une forme de progression qui est évidente et qui est entre guillemets presque incontournable, parce que liée à l'histoire que tu racontes. Et moi, je trouve que le plus tricky, c'est dans un contexte où c'est pas le cas, comment tu fais pour ramener ce sentiment-là, quoi. Ouais, mais en fait, c'est là où je pense que les marques se trompent, c'est que souvent, en fait, elles veulent parler d'un sujet, mais en fait, de base, elles savent que ce sujet n'est pas intéressant pour leur communauté ou pour l'audience. Et en fait, elles se disent, en fait, en gros, on va parler de ça, mais je ne vais pas raconter comment on arrive à ce résultat. Et tu vois, par exemple, là, on est un peu matrixé sur le lean, etc. Mais il y a ce truc de cheminement où, en fait, tu pars du problème. Et c'est quoi le problème qui t'a amené à avoir ce résultat? Et en fait, typiquement, je sais pas, on sort une innovation produit. En fait, on ne va pas juste partager l'innovation. On va partager l'histoire de cette innovation et en fait les problèmes qu'on a rencontrés. Là récemment, j'ai adoré, et vraiment j'encourage tout le monde à regarder. C'est la marque Lavi là, qui ont fait le storytelling derrière leur pub, donc sur l'histoire du petit cochon, etc. Et la vidéo, là, elle est longue, mais elle est meilleure que la pub. Ah ouais, non mais elle est... Et franchement, c'est exactement ça. Lavi, ils sont très bons là-dedans.
Mais ça demande quelque chose que les marques sont incapables de faire, c'est-à-dire se montrer à nu, quoi. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré leurs doutes. Le contexte, c'est ils achètent une pub trop cool. À un moment, ils se rendent compte qu'ils doivent louer un cochon. Ils disent, mais en fait, c'est complètement... c'est à l'opposé de ce qu'on incarne. Et en fait, ils racontent un peu toute l'histoire, comment ils arrivent à la fin à trouver la solution. Mais rien qu'en le disant comme ça dure 2 secondes et on comprend un peu les enjeux. Dès le départ, tu as le fondateur qui dit, en fait, il lui pose le contexte, on a acheté une pub, très bien, mais on peut pas la faire. Et là, du coup, après, tu as le truc et tu fais... Ça aurait même été bien qu'ils disent, on l'a payé 100 000 €, mais on va jeter 100 000 €. Là, ça aurait été MrBeast. mais et voilà, et je trouve que y a beaucoup de marques, justement, végétales qui le font hyper bien, parce que aussi, je pense qu'il y a un élément, c'est qu'ils ont aussi cette notion de quête globale, là où beaucoup de nos marques, des fois, n'ont pas non plus... Il y a un pourquoi qui est hyper fort derrière. Et donc, ça donne aussi de la force. Mais on parle de nos marques, on a beaucoup de marques qui vivent sur des agriculteurs. C'est aussi un bon pourquoi et comment on amène ce mieux manger dans nos assiettes. Des fois, c'est pas toujours simple, mais je me dis qu'on devrait, même nous, à notre échelle, construire aussi la quête encore plus de nos clients et les forcer à se regarder un peu dans la glace, quoi. Ouais, non, c'est intéressant ce que vous dites là. Si on essaie de rentrer un peu plus presque dans le tactique, c'est quoi une bonne histoire pour vous ? Qu'est-ce qui fait à un moment que vous vous dites là on a la substance parce que tu vois, tu disais, je suis d'accord avec toi Ben sur le constat que tu faisais, qui était de dire en gros il y a une inno-produit qui sort et on va aller faire la promotion de ce produit-là, mais en fait, on se trompe un peu d'angle. L'angle, c'est plus qu'est-ce qui nous a amené à le créer. D'autant plus que souvent, quand on crée un nouveau produit, parce que ça représente des investissements qui peuvent être très conséquents pour ces marques-là, on ne le fait pas sans raison. Donc, il y a eu une demande du marché, il y a eu un besoin, on répond à une demande qui a été formulée et après, on explique comment on a fait pour y répondre, pourquoi on s'est dit que c'était la bonne mission à mener, entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, si on essaye de... On a évoqué rapidement la question du pourquoi, tu vois, la mission un peu qui anime les marques. Est-ce que vous avez des idées sur ce qui fait une bonne histoire à raconter ou un point de départ qui peut être intéressant ? Au final, moi, spontanément, je dirais, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une histoire. C'est-à-dire que tu peux très bien trouver... Que tu aies la réponse ou pas, d'ailleurs. Oui, tu vois, ça peut être aussi de dire... il y a cette situation où il y a cette problématique qui se pose sur notre marché, on trouve ça intolérable, il faut que ça soit résolu, on ne sait pas encore comment, mais on va documenter tout le process. Ou à l'inverse, tu retraces le truc en disant on a été confronté à cette situation, on trouvait ça pas normal, donc on a imaginé une solution. Et on vous a expliqué comment, pourquoi, etc. Quand tu le dis, un truc qui me saute aux yeux, c'est le héros. En fait, en gros, moi, quand je vais sur une histoire... Ah, d'ailleurs ça ouais, mais peut-être pas dans ton angle. Moi, si je suis une histoire, c'est parce que le héros me parle et que derrière, je me projette en lui. Tu vois, par exemple, ce côté de projection, de me dire, cette personne-là, potentiellement, j'aurais pu être dans ses baskets, etc. Je prends l'exemple de tous les influenceurs, youtubeurs, les influenceurs qui me parlent le plus, c'est parce que j'aurais aimé potentiellement être à leur place, ou j'aurais aimé vivre ce qu'ils vivent, etc. Et je me dis aujourd'hui, une marque qui serait forte, c'est comment une personne pourrait se dire putain, j'ai envie de me mettre à la place de ces personnes-là et vivre leurs aventures. Et en fait, l'histoire en soi, je m'en moque un peu. C'est plutôt l'opportunité qu'a la personne de vivre des aventures, résoudre des problèmes. Je prends l'exemple de Michel et Augustin. J'ai adoré suivre leur aventure parce que c'était l'histoire des fondateurs, qu'ils avaient des problèmes, ils avaient des enjeux, etc. Et il y avait toujours, à chaque fois, parce que j'aimais profondément leur façon de faire, leur philosophie, que du coup, à chaque fois qu'ils résolvaient un problème, c'était toujours avec une façon qui me plaisait. Ils allaient en rayon, ils allaient sur le terrain, ils faisaient du ski, ils finissaient à poil dans des champs. On y vient. et je trouvais que ça résonnait en moi. Et en fait, même si l'histoire elle était moins bonne, je savais que pour le coup, j'allais la kiffer. Ouais. Juste pour rebondir sur cette notion d'héros, moi, dans ma tête, quand tu parlais tout à l'heure, je me disais, en fait, il faut un héros parce qu'il faut pour moi une incarnation, parce que j'ai besoin aussi de me projeter. Par contre, je veux que ce héros, ça soit pas juste le héros parfait, quoi. Sinon, je me fais chier, quoi. J'ai besoin de savoir que ce héros, il a eu des difficultés, il a eu des péripéties, il y a eu des choses qui se sont vraiment passées et où je me dis pas, c'est du pipeau juste. On a pensé à ce produit et on l'a lancé et tout va bien.
Et alors que non, c'est pas le cas, et c'est jamais le cas. Et donc comment on fait pour que ce héros ou cette incarnation ait aussi des péripéties, des hauts, des bas, et qu'on puisse le vivre. Et dans l'exemple de la vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a deux personnages un peu principaux, et donc on arrive à comprendre leurs hauts et bas, et on arrive à se mettre à leur place, quoi. Je sais que je vais faire une ref que vous comprendrez pas parce que vous connaissez les personnages, mais ce que tu dis là, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai toujours préféré Batman à Superman. Superman, il est chiant, il est parfait, il est invincible. C'est des super-héros. Pas vraiment. Batman, il est pas vraiment super. Et justement, c'est vrai. et Batman, c'est un peu différent. Tu vois, Batman, il est bresson, il a une histoire Il a v'là la moula. terrible, il a v'là la moula, il a des belles voitures. J'aime voilà, Batman. tu vois. Voilà. mais tu vois, je trouve que j'ai toujours trouvé le personnage de Superman beaucoup plus lisse que celui de Batman. C'est ce qui fait que je trouve que c'est difficile de se reconnaître ou de s'attacher à lui. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait pour... je finis ma digression et après je reviens à notre sujet principal. Mais une partie de ce qui a fait le succès du personnage de Spider-Man, c'est que c'est un adolescent. C'est-à-dire que dans un univers où surtout tous les héros étaient globalement plutôt des adultes ou autres, à un moment Spike Lee il arrive avec Spider-Man, et Spider-Man, t'as toute une génération d'adolescents qui peut se reconnaître dedans beaucoup plus que dans un personnage qui est déjà à l'âge adulte, etc. Tu vois. Et c'est la même chose sur les créateurs de contenu ou même sur je sais pas, des stars quelconques. Des fois, tu grandis avec elles ou avec eux, et donc c'est ça qui amène que tu suis aussi leurs histoires et t'es content, et t'imagines le lien que t'as avec eux, il est énorme. Et tu vois, moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris, tu vois, quand tu parles de ça. Les gens qui, par exemple, étaient fans de boys band quand ils étaient genre adolescents, To be free or not to be. et qui continuent à suivre la carrière des membres du boys band une fois que le boys band s'est séparé, mais parce que tu vois, il y a un truc autour de ça que je trouve hyper intéressant, qui est de se dire j'ai tellement créé un affect fort avec ces gens-là à une période de ma vie où ils ont pris une part importante dans mon quotidien, que je continue à les suivre après, alors que je suis plus du tout la même personne qu'à l'époque, mais l'attachement que j'éprouve pour eux fait que je continue à les suivre. Sur cette notion de héros, moi il y a un truc que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que pour moi tu as deux écoles. Il y a le héros, ça peut être ton client, ou le héros, ça peut être la marque, mais à travers une personne qui a vocation à l'incarner. Un qui a réussi à faire les deux, j'en parle tout le temps, je suis désolé, mais c'est une masterclass, c'est Nick Baer. C'est-à-dire que Nick Baer, avec sa boîte, il représente à la fois la marque et à la fois le client, dans le sens où il se met en scène en tant qu'athlète, certes, CEO d'une boîte de compléments alimentaires. Il pourrait être son propre client. Il pourrait être son propre client. Mais du coup, sur cette notion de projection, c'est-à-dire que alors c'est plus aspirationnel que projection réelle, parce que le mec est quand même très loin, mais tu as ce truc de dire, c'est une personne physique qui se fixe ou qui entreprend des quêtes dans lesquelles je peux me reconnaître. Le risque que je vois, moi, si tu fais de la marque ou de la personne qui l'incarne, le héros de l'histoire, c'est que mine de rien, tu as toujours une forme de distance avec ton audience, dans le sens où la marque parle d'elle-même, elle parle pas de ce qu'elle fait pour le client, tu vois. Enfin, en tout cas, pas directement. En tout cas, je pense que c'est une première étape. Et déjà, je trouve que si les marques arrivent déjà à cette première étape, tu réduis quand même la distance entre le conso et la marque. Donc déjà, je pense que c'est bien. Et après, ça pose aussi peut-être la question pour la marque. Si je prends l'exemple de Nick Baer, tout de suite, je me dis, qui incarne la marque ? Il faut aussi qu'il y ait un alignement entre la personne qui, par exemple, si on reprend l'exemple de la vie, c'est une personne où tu vois que la souffrance animale, ça la touche. C'est pas un truc qui est fake. Donc, je pense qu'elle mange aussi la vie. Tu vois. Je pense pas que le week-end, elle se fasse des gros barbecues entre côtes, quoi. Sinon, c'est une actrice, quoi. Mais, et en fait, je pense qu'il faut avoir un alignement là où peut-être pour certaines de nos marques, l'alignement même des personnes qui l'incarnent, on sent... il n'est pas à 100%. Quoi. Et tu vois, je trouve qu'un moyen intéressant de contourner ça, si je prends l'exemple de Nike, par exemple, il n'y avait pas Phil Knight, il n'a jamais incarné Nike. Mais pour avoir... Il a fait incarner, quoi. En fait, il a fait incarner. C'est-à-dire que le fait qu'il fasse appel à des athlètes, tu vois, Red Bull, c'est pareil. Red Bull, ils veulent aller dans la musique. Le PDG de Red Bull, il n'est pas musicien. Ils vont aller s'associer à des artistes. Et en fait, tu as ce truc de... entre guillemets, affiliation par association, tu vois, ou en tout cas projection par association, c'est-à-dire que si je suis pas en capacité de l'incarner moi, qu'on a personne en interne qui est capable de le faire, comment on va chercher des ambassadeurs en externe qui sont presque des avatars de nos clients
Oui. et dans lesquels nos clients pourraient se reconnaître, quoi. Et je pense que là-dessus, tu peux faire des fois des doubles histoires. C'est-à-dire que tu pourrais avoir une histoire, je sais pas, d'une bêtise, du fondateur de Red Bull qui raconte l'histoire de comment il a créé cette canette iconique. Et en plus, les valeurs que ça a aujourd'hui avec des sportifs de l'extrême, comment eux continuaient de prolonger en fait cette histoire. Et je pense qu'il y a un peu de double vitesse, quoi. Et ce que moi je trouvais intéressant dans le fait de faire incarner, c'est-à-dire que tu vas prendre des gens qui sont extérieurs à la structure, c'est de se dire la marque elle soutient son client. Là, c'est un truc de et je trouve que elle est un peu moins marque, quoi. Tu vois, elle est un peu plus proche, elle est encore et tu as vraiment ce truc de je t'apporte, enfin cette notion de valeur que tu apportes à ton client, elle devient encore plus concrète, encore plus tangible, parce que le message que ça renvoie, c'est je m'attelle à faire en sorte de t'aider dans tes projets, ou de faire en sorte de rendre possible ou de t'aider à résoudre les challenges auxquels tu es confronté au quotidien, quoi. Par le prisme, à travers le prisme de l'ambassadeur qui représente au fond le client. Vas-y. En fait, ça me fait penser à un truc, je pensais ce week-end, mais toujours un peu Matrix avec Tirefest à chaque fois. Mais regardez le docu-fiction Love Story. En fait, il y a toute une partie sur la création du casting. Okay. En fait, ils prennent pas l'individu seul, ils prennent l'individu, comment il va interagir avec les autres. Okay. Et en fait, ils créent une équipe de gens qui vont avoir des rapports les uns avec les autres. Ils vont vraiment penser comme ça, hyper intelligents pour le coup, mais en fait, pour créer des situations. En fait, ils vont prendre Loana avec d'autres personnes, etc. Parce qu'ils savent que le fait de mettre ces personnes-là ensemble, ça va créer une alchimie, ça va créer quelque chose. Okay. Ils savaient avant ils passent un temps fou dans le casting, à passer du temps à faire le casting, etc. Ça se compte en plusieurs mois. Alors moi, j'aurais dit, tu prends les personnes et basta, tu choisis, peu importe les profils. C'est le concept plus que le casting qui va faire l'intérêt de la chose. Exactement. Alors qu'en fait, c'est les deux. Et je me dis, pour nos marques, on l'a commencé à le faire avec Donna, mais en soi, tu crées un casting de gens qui pourraient participer à nos formats, etc. Consommateurs. Et, vraiment, je pense avec des consos. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu les mets dans un format, mais tu racontes leur histoire, qui les a amenés jusqu'à ce format-là, et pourquoi en fait on a choisi ces personnes-là pour jouer à tel jeu, tu vois. Et en fait, c'est ce qui permet de réussir à créer un rapport assez fort. Et je pense que quand je le dis, ça me fait penser à ça dans les jeux télé. Les gens commencent toujours par se présenter, dire quel âge ils ont, quel métier ils font, pourquoi ils sont venus, etc. Pour que le spectateur se dise « Ah putain, cool !» Et je pense c'est que nous, moi, ou c'est ma tante Germaine, ou c'est mon pote Marc. Et je pense qu'on a vraiment cet enjeu demain en tant que nous, agence, et demain les marques, c'est comment on trouve un échantillon de consommateurs qui soit représentatif de vraiment des consos, et comment on les intègre du coup dans des formats, dans des créations, et on leur fait vivre du coup des aventures. Je pense qu'on a cet enjeu, soit on choisit des influenceurs pour leur faire vivre une aventure, soit des consos. Et derrière, on peut documenter cette belle aventure. Ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est que en fait, tu as une espèce de double prisme que je trouve intéressant. Il y a le premier qui serait effectivement de dire on raconte l'histoire de la marque, ou alors la marque est à l'origine d'histoire. Il y a une forme d'ingénierie qui est de se dire quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter et comment je peux faire pour mettre mon client au centre de cette histoire, même si ça amène à construire le truc au départ, c'est-à-dire qui je veux voir dans ce format et c'est quoi le concept et en quoi ça vient servir la trame narrative un peu globale de la marque. Ça vient appuyer sur des éléments de discours qu'on a envie de rendre concrets ou qu'on a envie d'illustrer. Et je trouve que tu as un peu ces deux possibilités qui s'offrent à toi, qui seraient de dire je documente l'histoire de la marque, ou je suis acteur, actrice du truc et je vais créer des opportunités, des occasions, des concepts en allant chercher les bonnes personnes pour jouer dedans, pour raconter l'histoire que j'ai envie de raconter, qui va venir servir mon propos global, mais de façon beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus impactante que juste des éléments de discours que je ferais passer de façon un peu impersonnelle, quoi. Je suis d'accord. Je pense que faire raconter l'histoire de la marque, c'est le plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le truc où je pense qu'on a du mal à le craquer, parce que en fait, je pense que ça passe beaucoup par l'humain, par l'incarnation, etc. Et aussi l'envie, ce que disait Glenn, de se sentir un peu plus fragile, d'accepter, montrer ses difficultés, etc. Et ça, c'est hyper compliqué. Tu vois, par exemple, je vois des marques comme Red Bull, etc. Aujourd'hui, c'est simple pour eux de raconter les difficultés qu'ils ont eues il y a 10 ans, mais c'est hyper compliqué pour eux de dire leurs difficultés de maintenant. Et des fois, nous, ce qu'on demande aux marques, c'est de raconter le présent. Et c'est là qu'en fait, on n'a pas assez de recul pour réussir à créer une belle histoire et avoir ce côté, on a déjà la solution et basta. Et peut-être un élément aussi, quand tu disais ça, tu parlais tout à l'heure de Donna et des formats qu'on peut faire pour eux avec des consommateurs.
Je pense qu'un élément où peut-être aussi on devrait tirer le fil un peu de l'histoire, c'est tu crées 3-4 contenus avec eux, ils viennent au studio, ça, ouais. mais comment tu continues l'histoire, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Comment en fait tu as dans ton année, je dis une bêtise, ta famille avec qui tu vas créer du contenu, ton couple d'anciens et peut-être tes étudiants. Et avec eux, tu crées des histoires, même peut-être qu'à un moment tu les fais se rencontrer, peut-être qu'à un moment... Et je pense que c'est là-dessus où on passe vite à autre chose. Et je pense qu'on a moyen de créer quelque chose autour de ça. Je suis d'accord avec toi, pour moi ça suppose deux choses. La première, c'est qu'il faut que la promesse soit suffisamment alléchante pour ces personnes-là pour qu'elles aient envie de s'investir sur le temps long. Oui. Et la deuxième, il faut que la marque soit OK avec le fait qu'elle rentre dans une forme de relation de dépendance avec ces gens-là. Tu vois. Je pense que c'est un peu ce qui est moins problématique quand c'est porté par un fondateur ou autre, parce que le mec il est là, il n'a pas vocation à partir demain. Tu vois, et donc du coup c'est vrai que là je trouve que quand tu externalises ce truc là, ça pose cette question là. Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la difficulté qu'on a aussi à raconter des belles histoires, moi je pense qu'il y a un truc fondamental aussi, et on en a brièvement parlé, c'est qu'il y a plein de marques qui n'ont pas de mission, de pourquoi. Il y a plein, on va pas se mentir, il y a plein de marques qui se sont construites sur des opportunités de marché, et il n'y a pas de conviction profonde sous-jacente. Clairement. Et en fait à partir de là, tu ne peux que construire un discours. Mais et je pense que ce qui fait que des fois ça manque de substance et que c'est compliqué aussi d'aller raconter des vraies belles histoires qui suscitent des vraies émotions, c'est qu'on n'a pas grand-chose sur lesquelles s'appuyer aussi, quoi. Clairement, je crois que c'est aussi pour ça que des fois c'est difficile à faire incarner. C'est parce que des fois même des personnes en interne de marque n'y croient pas ou pas suffisamment. Et donc là, je pense que c'est notre travail et celui des marques de réussir à construire en tout cas un et vrai la bonne pourquoi. nouvelle, c'est que tu peux le faire a posteriori. Oui. C'est pas grave si tu l'as pas au moment où tu démarres. C'est plus de te dire comment tu donnes du sens à ce que tu fais et quel impact ça a sur le discours, les actions, etc. Mais par contre, c'est une question qui mérite d'être posée. Il faut pas juste un truc un peu fumant, quoi. Ah non. On est la marque du quotidien pour tous vos moments de bonheur, quoi. Ouais. Parce que... Comme à peu près toutes les marques. Ouais, c'est un des plus gros écueils dans lequel les marques tombent. Parce que souvent, il y a des marques iconiques qui se sont mis là-dedans, mais qui avaient à un moment un produit qui arrivait le premier sur le marché. Donc automatiquement, ils ont réussi à le faire. Mais c'est pas en les copiant là-dessus que tu arriveras toi aussi à être iconique. Et donc, à un moment, il faut un pourquoi un peu plus fort. Et c'est vrai que c'est pas évident sur tous les produits. Sounds good. Ouais, hyper intéressant. C'est tout pour nous. Partagez-nous vos plus belles histoires de marques en commentaire. Ou pas de marques aussi. Partagez-nous vos histoires. Partagez-nous. Ciao, ciao. Ciao. See you.